11h01. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis en compagnie de Raphaël qui va être avec moi ce matin pour vous présenter concrètement comment on fait en France en 2023 pour financer ces prestations de formation, que ce soit formation continue ou par apprentissage. On veut aussi, en fait, ça va être aussi l'occasion de déconstruire certains mythes, certaines choses qu'on vous a peut-être dites ou alors que vous avez lues certainement sur les réseaux sociaux. Et donc, l'idée, en fait, c'est de partir des faits, du factuel, de vous donner beaucoup de chiffres et que vous puissiez ensuite interpréter tout ça et faire presque une analyse d'impact pour vos prestations et pour vos activités sur 2023. Voilà. On se veut vraiment, en fait, vecteur d'information. On n'est pas là pour vous donner de préconisations ou de conseils, mais vraiment pour vous présenter un état des lieux assez large de ce que vous pouvez avoir en France aujourd'hui comme type de financement. Voilà, donc je suis Jimmy Martin, je suis un des fondateurs de la société Certifopac et je m'occupe entre autres de réaliser une veille active dans le champ de la formation professionnelle pour ensuite alimenter le site internet de Certifopac et d'envoyer des newsletters et des informations à nos certifiés. Je suis donc en compagnie de Raphaël. Donc Raphaël, si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Alors moi, je m'occupe chez Certifopac de la partie communication maintenant, mais je reconnais pas mal de noms dans le chat, puisqu'avant, je m'occupais de la partie commerciale, donc j'ai déjà échangé avec un certain nombre d'entre vous. Voilà. Et donc Raphaël va avoir en fait pour objectif ce matin de collecter toutes vos questions, de les trier et de faire en sorte qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire. Oui, oui, je vais essayer de rien manquer. Voilà. Donc on a 3 objectifs ambitieux en moins d'une heure. C'est déjà dans un premier temps de faire un état des lieux, donc de vous présenter des choses qui sont vérifiées et surtout qui sont vérifiables. Donc on vous donnera aussi toutes les sources par rapport aux informations qu'on va vous transmettre ici. On vous présentera ensuite une liste non exhaustive des financeurs. Vous verrez, on s'est arrêté à peu près une dizaine, mais en sachant qu'il y en a encore d'autres. Et pour ceux que ça intéresse, on vous donnera aussi les liens pour creuser encore plus le sujet. Et puis enfin, on prendra 2 à 3 exemples pour vous faire une petite démonstration de comment très concrètement, on se «référence» entre guillemets auprès des financeurs. Alors certains n'ont pas une vraie politique de référencement, mais ont plutôt en fait un process directement à faire sur leur site web. Mais en tout cas, on essaiera de vous présenter tout ça. Alors, on est parti. Sur un état des lieux, c'est qu'en 2022, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'en ai eu un petit peu marre sur la fin 2022 d'entendre parler que du CPF. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler, même peut-être même trop, du CPF. Alors, ça a commencé au début sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur LinkedIn entre autres, et puis ça a même terminé sur les canaux de com grand public, type voilà, médias, presse spécialisée, magazines, Le Figaro, Le Point, Le Monde, M6, TF1 s'y sont mis aussi un petit peu sur certains reportages. Et donc on s'est dit bon bah ok, très bien, le CPF. Alors vous n'êtes aussi pas censé savoir, mais enfin pour ceux qui sont aujourd'hui au CPF. Alors d'ailleurs on vous a prévu un petit sondage aussi là-dessus pour savoir si vous êtes nombreux aujourd'hui à être référencés au CPF. En tout cas, on parlera pas trop du CPF ce matin. Et pour ceux qui sont intéressés pour être référencés auprès d'EDOF et donc au CPF, on a une page spécifique sur le site web avec une vidéo, donc un webinaire spécifique qu'on a réalisé l'année dernière qui en parle très très bien. Et donc, Raphaël vous transmettra le lien directement dans le chat. Mais en C'est tout cas, exact. eh ben parfait. Mais en tout cas, voilà, en fait, on est parti, nous, d'un constat, c'est que le CPF, c'est peut-être, et même peut-être même certainement, l'arbre qui cache la forêt. Alors pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? On s'est un petit peu amusé, là on était sur Excel avec Raphaël la semaine dernière, on a fait beaucoup de graphes, et voilà, en fait, un simple constat, c'est que si on calcule la dépense en formation professionnelle, donc vraiment tout confondu, c'est-à-dire la formation continue plus l'apprentissage, on se rend compte qu'en 2021, on a un budget qui avoisine les 28 milliards d'euros. Voilà, donc on a en France 28 milliards d'euros qui ont été dépensés
pour la formation professionnelle. Alors là, c'est tout confondu et après, on va zoomer, ne vous inquiétez pas. On va zoomer pour aller voir ce qui se cache dans ces 28 milliards. Voilà. Je peux parler 30 secondes de la différence avec 2020. 2020, rappelez-vous, période Covid, beaucoup d'entreprises au chômage partiel. Donc, l'État mise quand même pas mal sur la formation pour relancer un petit peu tout ça. On a eu un dispositif qui s'appelait le FNE, le Fonds national pour l'emploi, où l'État a mis les moyens. Je crois que c'est plus de 5 ou 6 milliards d'euros qui ont été dépensés dans ce dispositif. Donc, si vous ajoutez donc ce fameux FNE à la hausse exponentielle de l'apprentissage depuis 2020, eh ben on a une augmentation très forte de la dépense en formation en France, qui devrait d'ailleurs, alors là on n'a pas encore les chiffres actualisés pour 2022, mais on devrait être dans ces eaux-là aussi sur 2022, donc 28 milliards d'euros. Ça c'est vraiment le premier chiffre à retenir dans ce webinaire. Alors, le titre de la diapo, c'est bien sûr CPF contre le reste du monde. Eh ben, au final, qu'est-ce que représente le CPF face à ces 28 milliards? Eh ben, au final, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en 2021, un petit peu plus de 3 milliards d'euros ont été dépensés au CPF. Je crois que c'est 3 milliards 100 millions à peu près. Donc 3 milliards sur 28, ben, vous ferez votre avis, mais ça ne fait que 11% du total. Donc 11% du total, sauf que le CPF aujourd'hui, c'est 90% des publications sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut aussi se méfier quand on discute, quand on échange, quand on se dit: «Ah mince, la formation c'est fini, là ils ont tout bloqué au CPF» et ainsi de suite. Bon bah OK, mais dites-vous qu'il reste 89% à aller creuser et c'est ce qu'on va creuser ce matin. Alors ça, c'est pas des chiffres tirés du chapeau, c'est de la data. De la data qu'on est allé consulter soit en open source via le site de la Caisse des dépôts. Donc là, le lien est dans le PPT et vous l'aurez à la fin. Ou alors, et ça c'est un document qu'on vous transmettra tout à l'heure, un document qui s'appelle Jaune 2023, un document PDF du ministère sur lequel on va retrouver tous ces chiffres. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Si on zoome un petit peu dans le CPF, et depuis sa création en 2020. Alors là, vous voyez sur ce diapo que le CPF en 2020, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Voilà, donc 1 milliard d'euros qui ont été dépensés. Et en 2021, on est monté quand même à 3 milliards 100 millions. Une hausse de plus de 183%, ce qui est quand même super beau. Et puis ben là, vous voyez après, hein, on voit quand même un petit frein en 2022. On passe de 3 milliards 1 à 2 milliards 9. Une baisse de 5%. Bon, alors après, on va pas débattre pendant des heures sur le comment, le pourquoi. Voilà, je peux vous donner, moi, 3 causes fondamentales. La première, c'est le déréférencement massif d'organismes qui n'étaient pas tous habilités par les certificateurs des titres RNCP ou du répertoire spécifique. Donc, ça fait quand même un petit ménage. La deuxième cause, c'est un déréférencement aussi massif d'organismes qui proposaient de la création d'entreprise qui n'en était pas vraiment, ou alors du moins qui ne respectait pas précisément les conditions d'accès. Et puis, un des derniers coups durs de fin d'année, et ça peut-être que certains le savent déjà, c'est l'arrivée de France Connect Plus, qui oblige le bénéficiaire, donc l'acheteur, le consommateur de la formation, à créer un compte avec la Poste, avec le dispositif de France Connect Plus. Voilà, bon, ça peut être considéré, c'est même considéré comme une barrière à l'entrée. Et donc, alors on n'a pas encore de recul suffisant pour savoir si ça va vraiment drastiquement diminuer la dépense au CPF, mais en tout cas, ce que je peux vous dire et ce qu'on peut en tout cas prévoir pour 2023. Alors moi là, c'est ce que j'ai mis en gris. Ces chiffres n'engagent que moi. On serait peut-être sur 1,8 milliard de dépenses en 2023, donc une baisse de 35 à 40% par rapport à aujourd'hui. Voilà. Donc le constat pour ceux qui sont au CPF aujourd'hui, c'est que il y a peut-être quelque chose à faire, c'est-à-dire que votre business model aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus parfait du monde, et donc l'idée, c'est de trouver peut-être d'autres sources de financement, parce que ben voilà, le CPF, celui qui met tous ses œufs dans le panier du CPF, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Voilà. On vous donne aussi, alors ça c'était intéressant de vous le transmettre ici, on vous donne les derniers chiffres des centres de formation au 31 décembre 2022. Donc, quand on écrit la barre du bas, quand on écrit OF avec NDA, ça veut dire qu'en fait, vous avez 110 000 entreprises en France. Donc, quand je dis entreprise, c'est personnes physiques ou morales.
entreprises individuelles. Donc, on compte aussi tous les micro-entrepreneurs, les associations, peu importe, mais 110 000 structures avec un numéro de déclaration d'activité. Pour rappel, il y a moins de 2 ans, 3 ans, on était à 90 000. Donc, on a quand même eu une hausse phénoménale. Alors, cette hausse n'est pas liée du tout au CPF ou à Calliope, je pense. Elle est surtout liée au fait que les centres de formation sont de plus en plus nombreux à imposer à leurs formateurs sous-traitants le fait d'avoir un numéro de déclaration d'activité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, on peut aussi justifier ce chiffre exponentiel. Ensuite, vous avez 42 000 certifiés Calliope. On est même maintenant, je crois, à 43 000, donc ça augmente un petit peu toujours, chaque mois. On gagne des centaines de certifiés. Et sur ces 42 000, eh ben, vous n'en avez que 10 000 au CPF. Alors pourquoi je dis que? Parce qu'au final, c'est à peu près un organisme sur 4 qui est référencé sur Redof, donc sur la plateforme des centres de formation, pour accéder au CPF. Donc, ça veut bien dire qu'il y en a quand même d'autres qui arrivent à vivre dans le marché de la formation sans être référencés au CPF. Voilà. Voilà pour ces chiffres. Donc, on est toujours sur les mêmes types de sources. On a aussi rajouté la base publique du gouvernement sur la liste des centres de formation, base qui est accessible aussi en open source. Si vous tapez sur Google liste des organismes de formation, vous aurez toutes les infos. Voilà pour ça. Raphaël, tu me coupes s'il y a des questions urgentes ou Oui, des bien petites sûr. choses, mais en tout cas, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Très bien. Alors, donc, si on part de ce postulat, très bien, mais maintenant, on va essayer d'aller creuser justement les fameux 89% restants ou les 25 milliards d'euros restants. Mais avant tout ça, ce qu'on a cherché à comprendre avec Raphaël, et là, on a fait un gros travail sur janvier pour vous transmettre une info la plus pertinente possible. On a essayé déjà de comprendre quelle était la typologie de financeurs si on prend le total de la dépense nationale. Et on a essayé de faire pareil aussi pour le public bénéficiaire. C'est un travail qui est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 28 milliards-là, on en parle dans un document qui s'appelle Jaune 2023. C'est une annexe au projet de loi de finances pour 2023. C'est un document que vous pouvez retrouver. Alors, hop, je vais l'ouvrir ici directement. Donc ça, vous l'aurez aussi à la fin du webinaire. C'est un document PDF qui fait pas moins de 240 pages. Donc on s'est amusé. Et dans ce document, en fait, vous allez retrouver toute la synthèse en fait de l'investissement, du développement des compétences, du budget, des dépenses de l'État sur la formation, avec des petits tableaux, des graphiques, avec tout plein de choses. Donc on vous a en fait on vous aide un petit peu, c'est-à-dire qu'on vous a synthétisé toutes ces infos-là pour vous faire apparaître un joli graphique sur la répartition de la dépense en 2021. Voilà. Alors, c'est toujours un petit peu à la marge, puisque en ligne 41, l'État nous dit très clairement, attention, par contre, voilà, il y a plus d'une vingtaine de sources concomitantes pour faire tous ces calculs. Et donc, au final, voilà, en fait, même l'État ne sait pas à la virgule près combien d'euros sont dépensés en formation, puisque vous avez des sources qui sont typées région, des sources qui viennent de l'État, des sources des OPCO, des sources aussi qui proviennent de vous-même avec vos déclarations de bilan pédagogique et financier. Voilà. Ce qui veut dire que voilà, l'État s'appuie aussi sur vos BPF, sur vos bilans pédagogiques et financiers, pour ensuite synthétiser tout ça. Sauf que voilà, moi personnellement, je suis un peu dubitatif quand je vois certains DPF, la qualité du remplissage, c'est pas tout le temps parfait, c'est pas tout le temps rempli à la virgule près. Donc c'est toujours des chiffres quand même à prendre avec des pincettes. Peut-être que c'est pas 28, mais c'est 27 milliards et demi ou 28 milliards et demi. Bref, le plus important, c'est vraiment l'ordre de grandeur. C'est vraiment l'ordre d'idée. Donc, qu'est-ce qui ressort de ce petit camembert-là? C'est tout simplement déjà 2 choses. La première, c'est la part non négligeable des OPCO, puisqu'on a quand même un budget d'OPCO qui est estimé à 9 milliards. 9 milliards en dépenses d'OPCO, alors dont, attention, il faut quand même le dire, une bonne partie, et d'ailleurs depuis 2021, même depuis 2020, il y a eu une hausse significative, une bonne partie des dépenses liées à l'apprentissage, puisque les OPCO financent
l'apprentissage. Voilà. Et ce budget-là, alors on va pas trop rentrer dans le détail, sinon on va vous perdre, mais ce budget-là vient en grande partie de France Compétences. Donc France Compétences redonne une partie de son budget aux OPCO et ce sont après derrière les OPCO qui le gèrent et voilà. Alors même si on enlève le budget apprentissage des OPCO, il reste une manne financière énorme au travers du plan de développement des compétences et ça on y reviendra tout à l'heure. Deuxième point, vous avez quand même 7 milliards 4 gérés entre guillemets par l'État. Donc 7 milliards 4, c'est quoi? C'est surtout le FNE, donc le Fonds national pour l'emploi. Donc ce FNE qui a quand même qui a quand même suscité beaucoup d'intérêt auprès d'organismes de formation, à la fois fin 2020, enfin même début 2020, mais aussi en 2021 et en 2022. Donc on verra tout à l'heure aussi quelles sont les opportunités liées à ce FNE, en sachant que les OPCO gèrent aussi un petit peu le FNE, même si ça rentre pas dans ce budget-là. Mais en tout cas, les OPCO sont la porte d'entrée pour gérer le budget FNE, notamment d'une entreprise. Vous avez ensuite 3,5 milliards qui proviennent des régions et des collectivités territoriales. Alors là, par contre, je vais être très clair, 3,5 milliards, faut pas trop compter dessus, en fait, sur ce montant-là. Pourquoi? Alors, sauf si vous répondez à des gros appels d'offres de la région ou de collectivités territoriales, ça peut être intéressant. Mais en fait, derrière ce montant se cachent surtout des investissements plus structurels. Pourquoi je dis ça? Parce que les régions vont financer, par exemple, les lycées professionnels, les lycées agricoles, des nouveaux bâtiments, des nouveaux laboratoires, par exemple, pour des jeunes en apprentissage dans des métiers scientifiques ou autres. Donc, on est plus sur de l'investissement structurel. C'est un petit peu comme l'État. C'est pas directement une cagnotte qui est accessible aux entreprises pour pouvoir faire une formation d'un jour ou deux ou d'une semaine sur une thématique. Là, on oublie. Vous avez ensuite, bien sûr, notre fameux CPF, qu'on a vu tout à l'heure, donc les 3 milliards. Alors, on va pas revenir dessus, mais quand même, ce qu'il faut quand même dire au CPF, c'est que si on rentre, en fait, si on zoome dans ces 3 milliards, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le top 5 des formations financées au CPF, c'est la création d'entreprise, le permis de conduire. Donc pareil, on va pas trop rentrer dans le débat de est-ce que le permis de conduire est vraiment une certification professionnelle ou autre. En tout cas, voilà, c'est un fait aujourd'hui. Le permis de conduire génère en tout cas une dépense folle au CPF. Et puis après, vous avez beaucoup de formations bureautiques et de formations en anglais. Voilà. Alors même si il y a eu quand même une refonte particulière sur ces deux domaines-là, à la fois la bureautique et l'anglais en 2022, avec voilà toutes les petites choses sur le TOEIC ou sur les certifications qui ont sauté auprès de France Compétences. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur un volume de dépenses assez fort sur ces 3 à 4 thématiques-là au CPF. Et peut-être que ça continuera aussi sur 2023 malgré les contrôles. Voilà pour ça. Et puis ensuite, donc, il nous reste 2 parties. L'avant-dernière qui est Pôle emploi. Donc Pôle emploi, au final, je sais pas si vous avez vu, mais au final, ça représente quand même le même budget que le CPF. Donc, si vous avez des prestations à destination des demandeurs d'emploi, vous ouvrez un marché à 3 milliards d'euros, donc un marché qui est similaire au CPF et auquel on ne parle pas plus que ça sur les réseaux sociaux. Et enfin, une dernière source de dépenses, c'est tout simplement de la dépense en fonds propres, la dépense en direct par les ménages, par le particulier ou par l'entreprise directement qui souhaite se faire former sans passer par un financeur ou alors parce qu'elle a peut-être déjà dépensé tout son budget annuel et donc elle va directement dépenser X euros pour sa formation. Donc ça représente quand même presque 2 milliards, donc 2 milliards d'euros qui sont tout simplement dépensés sans aide. Donc là, il n'y a pas d'aide de l'État sur cette partie-là. Donc c'est un budget quand même à prendre en considération. Alors, on aurait pu, on l'a pas fait sur ce graphique, mais on aurait pu tout simplement vous dire que toute cette palette-là, donc si je pars des OPCO, Pôle emploi, CPF, région, plus État, donc là, vous êtes concerné par Calliope si vous souhaitez y rentrer. Par contre, la partie bleue, quelqu'un qui ne veut faire que de la prestation en direct auprès de ses clients, donc particuliers, entreprises, n'aurait pas besoin d'être certifié Calliope. Je le rappelle quand même. Voilà pour cette partie donc liée aux dépenses nationales par financeur.
Et donc, on a fait le même travail, mais on a essayé de faire une nouvelle clé de répartition, mais cette fois par public. Alors là, les chiffres sont aussi très intéressants et vont aussi pouvoir peut-être vous orienter dans vos stratégies, puisque si l'on comprend bien ici la dépense pour la formation professionnelle en 2021, bah là, il n'y a pas photo. Et là, bon, bah, l'actualité aussi pousse à comprendre tout ça. On a quand même 40% de la dépense qui s'oriente auprès des jeunes et surtout auprès de l'apprentissage. Donc 11 milliards à peu près dépensés en 2021 pour l'apprentissage. On sera même un petit peu plus que ça, je pense, en 2022. On n'a pas encore les chiffres consolidés sur 2022, mais ça devrait être pas très loin. Donc, en tout cas, voilà, ça peut aussi être un vecteur de développement. Si vous avez la ressource humaine et la structure, vous pouvez très bien vous dire, bon, il va peut-être falloir que je me pose les bonnes questions et peut-être que je développe une ou plusieurs offres en apprentissage. Parce qu'en tout cas, l'argent aujourd'hui, l'État met le paquet sur l'apprentissage, ça vous le savez. Ensuite, et on le voit un petit peu moins, c'est vrai qu'on en parle moins, c'est un petit peu caché, mais en tout cas, il faut considérer que 33% de la dépense annuelle est orientée auprès du public demandeur d'emploi. Donc, pas loin de 9 milliards d'euros. Donc, c'est tout aussi important que l'apprentissage. Et là, alors, on a vraiment des dispositifs qui sont assez divers et variés. On va parler de POSC, de POI. Donc, c'est des parcours, soit collectifs ou en individuel que les demandeurs d'emploi peuvent suivre sur des thématiques bien précises. Ça peut être le numérique, ça peut être de la remise à niveau sur un métier spécifique, ça peut être même l'apprentissage complet d'un nouveau métier avec des dispositifs comme Transition Pro ou tout plein de choses. Mais là, en tout cas, c'est un budget propre à Pôle emploi. Vous avez ensuite 23% de la dépense qui est liée aux actifs du privé. Alors, actifs du privé, ça veut dire quoi? C'est tout simplement les salariés du secteur privé. Donc, ces 23%, généralement, ils sont gérés via les OPCO. OK, mais c'est tout simplement, bah, voilà, dans le cadre de vos prestations, vous faites faire une formation pour des salariés du secteur privé, et ben, vous savez que vous êtes sur un marché de 6 milliards et demi. Voilà, et là, c'est tout financement confondu, donc ça peut être un petit peu du CPF, ça peut être de l'OPCO, ou ça peut être aussi du financement en direct par l'entreprise. Voilà. On avait aussi, parce que alors ça, dans le document PDF jaune 2023, c'est quelque chose qui ressort. 4% de la dépense est orientée auprès du secteur sanitaire et social. Voilà. Alors bon, je ne sais pas pourquoi ils ont souhaité mettre ça en avant, mais en tout cas, alors si, en fait, on sait, c'est parce que il y a de plus en plus de formations aussi qui se dirigent dans ce domaine-là. On a une pénurie croissante de main d'œuvre dans ce domaine. C'est pas le seul. Bien sûr, on aurait pu aussi citer le transport ou le développement web ou ce genre de choses. Mais en tout cas, là, c'est mis en lumière et vous avez quand même plus d'1 milliard qui est dépensé pour ces professionnels. Donc, ça peut aussi être un axe de développement dans vos activités. Voilà pour cette répartition, en tout cas. Donc, c'est à prendre en compte et on y reviendra aussi tout à l'heure via vos questions. On va parler maintenant des financeurs. On va faire un petit peu la liste des financeurs et surtout, on va vous présenter via une petite démo quelques-uns dont on a pu consulter par exemple les critères de prise en charge et faire en sorte que vous sortiez de ce webinaire avec des pistes pour aller après vous-même chercher l'info sur le site ou les sites des financeurs. Alors déjà, dans un premier temps, on n'aurait pas pu parler de financement de la formation professionnelle en France sans parler de ce type de financement. On va parler en fait des prestations à destination des salariés des entreprises, donc des salariés surtout du secteur privé. Les opérateurs de compétences, les OPCO. Alors les anciens diront les OPCA, ceux qui ont connu les OPCA avant 2018. En tout cas, maintenant, on a 11 OPCO en France et chaque OPCO a sa spécialité. Voilà, si par exemple vous prenez l'OPCO 2I, l'OPCO 2I, c'est un OPCO, un opérateur de compétences qui est tourné auprès des entreprises du milieu industriel. 2I pour la partie industrielle, plasturgie, chimie. Vous avez vraiment voilà toutes les branches professionnelles qui sont liées avec cette OPCO. Et donc chaque OPCO a ses modalités.
Donc, chaque OPCO a son site internet, chaque OPCO a ses critères de prise en charge, chaque OPCO a ses plafonds financiers pour l'année et chaque OPCO va décider via son site internet donc de communiquer sur, les montants des prises en charge pour chaque, branche professionnelle. Donc nous, on vous a fait une petite page web où on vous liste toutes les OPCO et auprès de chaque OPCO, bah, vous pourrez après directement vous consulter directement les budgets et les modalités. Alors, les OPCO ne sont pas, tous égaux en matière, de digitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple l'OPCO Atlas, donc nous, Certifopac, si je prends cet exemple, on cotise auprès d'OPCO Atlas et donc on a un budget formation chaque année auprès de cet OPCO pour nos salariés. Eh bien, le l'OPCO Atlas, ce qui est génial avec eux, c'est que vous avez une plateforme, donc une plateforme en tant qu'entreprise, où vous pouvez directement déposer vos demandes de prise en charge. Et vous avez même une plateforme pour les centres de formation. Donc le centre de formation peut lui-même déposer ses demandes de prise en charge, gérer sa facturation, réaliser des subrogations de paiement. Ça veut dire que c'est pas l'entreprise qui règle le centre de formation, mais c'est Atlas directement qui règle le centre de formation. Donc, ce qui est super intéressant parce que ça évite à l'entreprise d'avancer l'argent et d'attendre ensuite de se faire rembourser par l'OPCO. Voilà. Donc ça, ces dispositifs, après, chaque OPCO est différent et chaque OPCO va communiquer sur ce fonctionnement-là. Bien sûr, on va pas rentrer dans le détail. Là, on a déjà passé une demi-heure, donc on fera à la fin du webinaire une petite démonstration auprès d'un seul OPCO pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne et comment quel financement, jusqu'à quel montant je peux aller, par exemple, sur une prestation. Alors après, en fonction aussi de votre offre, vous pouvez peut-être avoir des prestations qui sont à destination d'un particulier ou d'une personne. Donc, vous l'aurez compris, si ce particulier est salarié et que la formation se passe dans le cadre de son entreprise, vous pourrez passer par l'OPCO, donc via le plan de développement des compétences. Mais aussi, et ça on l'oublie un petit peu, vous pourrez passer à d'autres endroits, via Pôle emploi si c'est un demandeur d'emploi, et via le compte formation, via le CPF si c'est un particulier qui souhaite se former de façon complètement indépendante. Voilà. Si certains, et ça on nous a posé la question, si certains ont dans leur cible ou dans leur public cible des élus ou des municipalités, voilà, des personnes qui veulent faire des formations. Alors ça peut être des formations, mais vraiment très variées, hein, en management, confiance en soi, parler en public, transition numérique ou tout plein de choses. Les élus, donc les élus, c'est énorme hein, parce que ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes en France si on compte les conseils municipaux, les conseils d'agglomération communautaire, tout plein de choses. Et tout le monde, en fait, tous ces élus disposent d'un compte élu. Donc c'est rattaché aussi au compte formation. Et donc ce compte élu est utilisable aussi. Donc il suffit d'être référencé en tant qu'organisme de formation. C'est une déclaration à faire auprès de la Directe. Donc pour ceux que ça intéresse aussi, on vous a mis le lien dans la diapo. Voilà pour ça. Et donc, pour terminer, vous avez aussi, alors ceux-là malheureusement on les oublie peut-être un petit peu, mais et ils ont le droit aussi autant que les autres, peut-être même presque des fois plus que les autres, à des formations. Ce sont tout simplement les travailleurs non salariés. Alors qui sont-ils? Les artisans, les commerçants, les professions libérales, et ou les gérants d'entreprise, donc les gérants non salariés. Voilà. Alors là, vous avez 3 caisses qui sont bien distinctes et on a compris ça là il y a quelque temps. En fait, ces 3 caisses sont vraiment méconnues du public centre de formation et des nouveaux certifiés Qualiopi, alors que vous avez des budgets, vous avez des demandes de prise en charge à faire, vous avez des plafonds financiers chaque année avec des critères à respecter. Les démarches sont différentes. Donc c'est pas tout le temps les mêmes, mais en tout cas, ça peut aussi le jeu peut en valoir la chandelle si vous orientez un petit peu votre réflexion là-dessus. Donc on fera aussi un test tout à l'heure, une démo, avec notamment le FIFPL et la GFIS. Voilà pour ça. Alors on a vraiment balayé les 3 types de financement, à savoir les actifs du secteur privé, les travailleurs non salariés et les particuliers, je dirais, voilà, qui souhaitent se faire financer. Alors il y en a d'autres. Il y a d'autres sources de financement.
on va être clair. Mais en tout cas, là, vous avez vraiment l'étalage des sources principales auxquelles vous pouvez être éligible, je dirais de façon assez concrète et assez rapide si votre offre répond à un réel besoin sur le marché. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment ça marche. Comment ça marche et comment, enfin, finalement, concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Donc vous l'aurez compris, on répond à une demande de financement d'un client. Donc on passe auprès de son OPCO. On bénéficie des fonds disponibles. Alors, ça, c'est intéressant parce que les fonds, il faut qu'ils soient disponibles. Parce qu'on dit: «Oui, OK, il y a des cagnottes et compagnie, machin, on peut aller chercher un petit peu, entre guillemets, «l'argent» ici ou là». Non, ça fonctionne pas comme ça. En début d'année, vous avez vous avez certains budgets qui sont alloués. Heu, le plus souvent, quand vous arrivez en fin d'année, et là, nous, on l'a vécu chez Certifopac, je voulais faire une formation pour un salarié en fin d'année, et ben, il y avait plus aucun budget. Voilà. Donc, on avait fait une formation en début d'année qui a été acceptée. Par contre, la formation que l'on a souhaité, on a souhaité faire financer en fin d'année, on n'a pas pu la faire parce que les budgets étaient épuisés. Donc c'est une enveloppe et après derrière, ben, l'OPCO ou le fonds fait en sorte en fait de distribuer l'enveloppe de façon cohérente sur toute l'année. Voilà. Pourquoi se faire référencer aussi? C'est important bien sûr pour développer son réseau, puisque alors c'est pas le cas chez tous les financeurs, chez tous les OPCO, mais certains OPCO, une fois que vous êtes rentré dedans, donc une fois que vous avez fait toutes les démarches pour par exemple pour vous faire rembourser une prestation, et ben derrière, ils vont vous référencer directement dans la liste des centres de formation de cette OPCO. Donc ça peut aussi être un argument pour vous rendre un petit peu plus visible auprès du financeur en question. Alors, vous l'aurez compris, en fait, pour choisir un financeur, il y a plusieurs angles d'attaque. Soit vous partez du public cible, et donc en fonction de ce public, vous saurez tout de suite qui est son financeur. Euh, Ou alors, vous partez du financeur en question et après, vous allez chercher en fonction de votre marché, en fonction de votre stratégie commerciale, vous allez chercher les clients qui sont en dessous. Alors, il y a en fait, je vais pas vous faire une démo là-dessus parce que je veux pas mettre en concurrence un outil parmi d'autres outils, mais si vous tapez sur Google liste des OPCO par entreprise, ou trouver mon OPCO par entreprise, vous aurez tout un panel de sites. Alors attention, je vous invite vraiment à comparer les sources parce que voilà, c'est pas des sites qui sont gouvernementaux, qui sont institutionnels, donc c'est des sites qui sont gérés par des acteurs privés, donc qui en font aussi un petit peu un fonds de commerce de ces sites-là. Donc il faut aussi pouvoir croiser les sources d'informations pour être sûr de ça. Après, la meilleure solution, donc ça peut être une stratégie possible pour connaître le financeur de vos clients. La deuxième solution, ça peut être aussi d'utiliser ce qu'on appelle l'attestation CFP de vos clients. Alors, l'attestation CFP, c'est quoi? C'est notamment une attestation qui est à destination des travailleurs non salariés. Le travailleur non salarié cotise à l'URSSAF. Et derrière, il va avoir une attestation de contribution à la formation professionnelle. Et sur cette attestation de contribution formation professionnelle, vous aurez noté le nom de son fonds d'assurance formation, donc à savoir le FIFPL, la GFIS ou la Chambre des métiers. Et donc là, vous saurez concrètement vers quel financeur il faudra s'orienter pour se faire rembourser la prestation. Voilà, voilà. Alors, on va se faire une petite démo. On va parler du FIFPL. Donc le FIFPL, c'est le Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux. Donc voilà, c'est un site, donc c'est en accès libre. Vous pourrez aller consulter tout ça. Donc si par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, demain vous avez un client, c'est un architecte d'intérieur et donc qui est en profession libérale. Vous allez aller sur l'onglet organisme de formation et vous allez pouvoir consulter les procédures de prise en charge. Donc dans l'onglet critères, vous avez ici tous les codes NAF qui sont en lien avec le FIFPL. Alors, il y en a plein, des graphistes, des consultants, des agents commerciaux, des éditeurs de logiciels, donc tout plein de choses. Vous avez aussi beaucoup de métiers liés au secteur médical. Donc, si je descends un petit peu, voilà, sage-femme, infirmier, psychomotricien, chiropracteur, tous ces métiers-là. Donc, si je prends architecte ou architecte d'intérieur, peu importe. Donc, si je clique dessus, je vais avoir ici les critères de prise en charge pour 2023.
Donc, chaque année, vous avez des critères de prise en charge qui sont différents. Donc après, il faut aussi adapter, bien sûr, votre fonctionnement par rapport à ça. Donc comment ça marche? Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, hein, mais en fonction du type de formation, vous avez un budget qui est alloué. C'est plafonné, donc par an, et c'est aussi et surtout plafonné par jour. Donc attention aussi à ça. Vous pouvez pas vendre une formation de 1 000 € la journée, alors si, mais en fait, ce sera uniquement 250 € qui seront remboursés auprès du professionnel. Voilà, mais ça peut être intéressant. Donc vous avez des formations qui sont financées et vous avez aussi, voilà, donc les formations transversales qui peuvent être financées, par exemple, devenir jury, devenir, tuteur, d'apprentis, enfin peu importe, tout plein de choses. Vous avez aussi les formations longue durée, les VAE, ou voilà. Et donc en fonction, alors bien sûr, on va pas rentrer trop dans le détail ici, mais en fonction de votre cible et de votre clientèle, eh bien les budgets ne seront pas les mêmes. Si, au final vous voulez faire une formation pour, un infirmier ou une infirmière libérale, et ben, si vous cliquez sur infirmier, le budget sera différent. Alors là, on est toujours à 750 €, mais par contre, si je descends un petit peu, les critères de prise en charge seront peut-être pas forcément les mêmes. Voilà, là, on est à 500 € par thématique de formation, par an. Donc, s'il y a une formation, numérique, web, commerciale ou ce genre de choses, eh bien, les montants seront un petit peu différents. Donc ça, c'est après à vous de faire ce travail d'ingénierie de financement et ben, de se caler aussi avec le client pour savoir s'il souhaite, faire prendre en charge sa prestation. Donc en tout cas, voilà, ici, bon, après il y a une plateforme où, le client peut créer directement son compte, faire les demandes de prise en charge. Donc vous pouvez, après voilà, vous pouvez être associé à cette démarche en lui transmettant vos éléments, donc votre devis, votre programme, votre convention, et après c'est lui, en théorie, c'est lui qui peut faire sa demande de prise en charge. Et il y a aussi un espace organisme de formation. Alors, mais là, cet espace, vous regarderez pour ceux que ça intéresse, mais cet espace-là, vous pouvez surtout consulter les appels d'offres du FIFPL, mais pas gérer en direct les demandes de prise en charge de vos clients, ce qui est un petit peu dommage. Voilà pour cette partie-là, dans un premier temps, pour le FIFPL, pardon. Ensuite, vous avez aussi l'AGFIS. Alors l'AGFIS, hop, si je clique dessus, c'est mieux, voilà. Donc l'AGFIS, l'association de gestion des formations pour, les chefs d'entreprise. Donc, alors vous ferez attention, hein, si vous tapez AGFIS sur Google, en fait, vous avez deux sites web. Vous avez un site donc qui est spécialisé pour les OF, donc pour centres de formation, et vous avez un autre site qui communique de façon beaucoup plus globale sur les critères, de financement. Alors on va ouvrir les 2 parce que je me suis rendu compte tout à l'heure en préparant, le webinaire qu'en fait, sur cette page, OF, si on va sur, travailler avec la GFIS, vous avez les critères de financement, mais qui n'ont pas été actualisés depuis 2021. Donc bon, je vais quand même vous les montrer ici, mais il faudra aller sur le site, général pour voir les critères de financement de l'année 2023. Alors d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Critères de financement de l'année 2023. Donc la GFIS va vous expliquer, et ça c'est plutôt bien fait, quelles sont les formations qui sont éligibles, donc qui sont susceptibles d'être financées, donc celles qui sont certifiantes, donc qui sont inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique, celles qui sont obligatoires, voilà, des formations spécifiques avec des conditions d'accès aussi spécifiques. C'est un petit peu comme un appel d'offres d'ailleurs pour ceux que ça intéresse sur cette partie mallette, et surtout, des formations transversales ou métiers. Donc là, c'est un petit peu fourre-tout, mais c'est là où, au final, si vous faites, des formations généralistes ou formations commerciales, management, bureautique, anglais, tout ça, ça peut rentrer là-dedans. Voilà. Et donc les plafonds financiers, pour 2023, tadadada, roulement de tambour, on est à peu près, voilà, à, 3 000 € par cotisant. Donc 3 000 €, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, voilà, d'aller sur cet espace-là. Alors j'en parle, mais je vais pas trop rentrer dans le détail. Je vois des commentaires, ça me fait un petit peu sourire sur le chat, mais, les modalités de gestion, alors plutôt des demandes de prise en charge, que ce soit auprès du FIFPL ou de la GFIS, sont assez lourdes. C'est un petit peu le revers de la médaille quand on veut travailler avec eux, c'est que, voilà, on va vous demander, des documents particuliers, on va vous demander, des templates, de documents, assez spécifiques pour les feux d'émargement, tout ça, donc ça peut en décourager certains. Voilà.
Après, vous ferez aussi vos propres avis sur ces fonds d'assurance en tapant sur Google leur nom et en allant voir leurs avis Google. Ça fait un peu sourire si vous y passez quelques secondes. Mais en tout cas, voilà, on fait l'état des lieux. On vous explique un petit peu ici comment ça marche. Puis après, bah, libre à vous de regarder voilà ce que vous faites, quoi, si vous y allez ou pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant pour ceux qui se disent bon, j'ai une activité au CPF qui se réduit comme peau de chagrin. Il va forcément falloir trouver quelque chose d'autre. Donc en tout cas, pour ceux qui travaillent avec des travailleurs non salariés, FIFPL ou la GFIS, ça peut être intéressant, ou chambre des métiers ou CMA, hein, les chambres des métiers qui ont aussi leur propre budget, mais on y reviendra. Voilà, voilà. Et puis alors enfin, alors on a parlé tout à l'heure des OPCO, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va prendre un OPCO. Donc j'ai pris l'OPCO 2I parce que l'OPCO 2I, c'est 20% du volume de dépenses des OPCO, donc c'est le plus gros OPCO, du fait aussi du nombre d'entreprises qui sont concernées auprès de cet OPCO. Donc sur chacun des sites des OPCO, vous trouverez forcément un onglet qui va parler de formation ou de financement. Donc après, voilà, vous allez sur l'onglet en question. Vous allez, alors il y a souvent quelque chose qui s'appelle règles de prise en charge ou critères de prise en charge ou plafond des financements. Vous cliquez sur la page en question. On va vous demander certainement la branche ou le code IDCC. Donc ça, c'est lié en fait au code APE de l'entreprise. Alors après ça, si vous le connaissez pas, soit vous demandez au client, ou soit en fait, bah, vous cherchez le domaine le plus proche de votre client. Et ensuite, en fonction de ça, donc par exemple, si c'est l'industrie, je sais pas, l'industrie pharmaceutique, voilà. En fonction de si c'est une entreprise de moins de 50 salariés ou de plus de 50 salariés, eh bien, vous aurez des règles de prise en charge. Alors, il y a plusieurs dispositifs. Le plus intéressant quand on fait pas d'apprentissage ou de contrat pro, c'est surtout celui qui s'appelle le plan de développement des compétences. C'est ce qui a remplacé le plan de formation. Donc le plan de développement des compétences, c'est là où il y a quand même un budget encore significatif. Alors, même si je sais, ça a bien baissé depuis 2020, certains sont au courant, mais il y a encore du budget. Et en tout cas, c'est là où vous pourrez faire financer vos prestations transversales ou généralistes. Voilà. S'il y a des prestations qui ne sont pas certifiantes, en tout cas, ça peut rentrer là-dedans du moment que vous arriviez à justifier qu'on est sur une compétence professionnelle. Donc voilà, vous avez ici un budget de 6 000 € par entreprise, admettons, pour cette branche. Et vous avez aussi, alors ça, et je vais terminer là-dessus parce qu'il est déjà moins quart, ça c'est une tendance de fond qui se dessine auprès des OPCO et des financeurs. Si on lit bien ici, donc vous avez un plafond de 6 000 € par entreprise, ok, très bien, donc dans l'année, hein. Et on vous dit quand même que le plafond est de 10 000 €, donc on double quasiment le plafond, si le financement est lié à un parcours qui concourt à l'anticipation des mutations. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre formation, elle permet de s'adapter aux transitions stratégiques dans les domaines du numérique ou de l'écologie, si vous arrivez à justifier ça, eh ben, l'OPCO quasiment double son budget et peut prendre en charge votre prestation. Donc ça, et je terminerai, c'est vraiment une tendance de fond qui se dessine. Si vous avez des offres de prestations qui sont sur la transition écologique, la transition numérique, ou vraiment voilà comment accompagner les entreprises sur les mutations pour le monde de demain, pour l'emploi, tout ça, eh bien vous pouvez bénéficier de fonds complémentaires auprès d'OPCO. Voilà. Alors peut-être pas toutes, mais en tout cas là-dessus c'est un bon exemple. Voilà pour ça. Alors, je vais peut-être, puis on va prendre là, je crois qu'il y a beaucoup de questions, donc on va pouvoir commencer un petit peu les questions et puis je terminerai peut-être, là-dessus tout à l'heure. Alors, est-ce que Raphaël, tu peux peut-être, reprendre Ah un oui. petit peu toutes les questions? Ouais? Alors, vous avez été très clair, mais on a pas mal de questions complémentaires, on va dire. Déjà, peut-être des questions un petit peu générales. Euh, Est-ce qu'on a des chiffres, ça c'est une question d'Aurélien, pour savoir le financement en fonds propres des entreprises uniquement? Parce que tout à l'heure, on a vu des chiffres pour tous les fonds propres. Est-ce qu'il y a des données?
Non, sur les alors fonds il y en propres de a pas, mais l'entreprise? on peut considérer, si je reprends, mon petit camembert de tout à l'heure, on peut considérer que là, quand on dit 1,8 milliard en fonds propres, les particuliers, bon, qui financent leur formation, c'est pas non plus la panacée. Donc on peut, je pense aisément dire que c'est du 80-20. Donc sur ces 1,8 milliard, on peut très bien considérer que c'est 1,5 milliard à peu près pour les entreprises. Voilà. Parce que finalement, voilà, le particulier, le ménage français moyen, c'est rare, qu'il finance lui-même sa prestation ou alors il peut aussi la cofinancer, il peut faire un petit peu du CPF et il peut ensuite compléter lui-même de sa poche. OK, très bien. Je pense que ça répond à la question d'Aurélien. On a eu après des questions par rapport à Pôle emploi. Déjà, le fait, est-ce qu'il est possible de se faire financer par Pôle emploi sans être au préalable déjà référencé dans leur base? Ou, parce qu'en fait, on a la question, voilà, que avec, même si on a Calliope et qu'on est inscrit au Carry FOF, ben, ça, des fois, ça nous paraît pas suffisant pour entrer, Mmh. euh, voilà, dans les En petits fait, papiers. ouais, alors le souci, c'est que ça dépend de votre localisation. C'est que Pôle emploi, voilà, c'est géré de façon territoriale. Donc les acteurs sont multiples. Donc ceux qui ont accès à la plateforme Pôle emploi qui s'appelle Kairos sont multiples aussi. Et donc en fonction de la sensibilité, en fait ça va être c'est très clair, mais en fonction de votre offre de prestation et de l'intérêt aussi de la prestation pour le public cible, c'est des fois c'est un peu plus compliqué de se faire référencer sur Pôle emploi. Maintenant, en fait, si vous pouvez même si vous n'êtes pas référencé, vous pouvez déjà créer votre compte sur Kairos, donc la plateforme Pôle emploi. Et déjà, ça facilitera grandement la démarche, puisque quand le conseiller Pôle emploi sera en direct avec le demandeur d'emploi et que le demandeur dira bah si si j'ai fait un devis auprès de tel OF, et ben derrière vous serez déjà dans leur base. Donc ça, faut vraiment en fait creuser un petit peu plus le sujet là-dessus. Créer un compte sur Keros, même si c'est pas encore, même si vous voyez pas voilà votre statut de façon éligible ou avec votre prestation tout ça, mais au moins créer un compte et au moins leur transmettre l'information. Et la deuxième stratégie, ça consisterait à vous rapprocher de l'antenne Pôle emploi la plus proche de chez vous, à solliciter un rendez-vous avec le directeur ou la directrice pour aussi vous faire connaître et faire connaître votre offre, votre prestation, parce que c'est là où ça marche le mieux. C'est là où ça marche le mieux parce que déjà, y rentrer de façon locale plutôt que de vouloir faire des formations en visio sur le national ou machin, et en fait, bah, vous connaissez personne et vous avez aucun interlocuteur. Est-ce que du coup, les formations qui seraient financées par Pôle emploi ont toujours derrière une destination d'embauche? Ou est-ce Alors, qu'une formation qui ne voilà, qui pas serait pas en... nécessairement. Si je vais vous prendre un exemple tout bête, mais si votre formation prépare à une autre formation, à une formation diplômante par exemple, ça peut tout à fait être finançable. En fait, ça peut être, voilà, vous pouvez vendre par exemple une remise à niveau ou une préparation pour ensuite pouvoir prétendre à un diplôme universitaire ou, ou à tout plein de choses. J'ai des exemples très concrets en la matière où ça a été accepté. Mais là, c'est pareil, c'est vraiment en lien aussi avec le projet professionnel du stagiaire potentiel. Plus le projet est cohérent, et mieux c'est derrière, et mieux ce sera financé. Est-ce qu'une personne qui serait sans emploi mais qui n'aurait pas le droit à l'aide au chômage peut quand même voir une demande pardon, de formation financée? Une personne qui est sans emploi, mais qui n'a plus, par exemple, de droit au chômage? Voilà. Alors tout à fait. C'est d'ailleurs en fait l'intérêt d'être toujours inscrit, parce que sinon il y aurait plus d'intérêt. Donc en tout cas, oui, vous pouvez en fait toujours bénéficier des services de Pôle emploi, même une fois les droits restreints, quoi. Alors après, on a eu beaucoup de questions par rapport aux OPCO. Oui. Alors déjà, est-ce que vous pouvez bien reconfirmer qu'il faut faire la démarche pour chaque OPCO? Alors oui, oui, oui. Malheureusement, et alors nous on milite, ça avait fait l'objet d'une de nos propositions pour le gouvernement en 2023. Aujourd'hui, il n'existe pas de système d'information centralisé où où l'on pourrait gérer en fait les demandes de prise en charge de façon nationale, peu importe l'OPCO. Et en fait, aujourd'hui, chaque OPCO est indépendant, et donc c'est à vous de faire les démarches auprès de chaque OPCO.
OK, donc ça répond bien du coup, merci pour la précision supplémentaire. Du coup, est-ce que, il faut, contacter l'OPCO avant même, d'avoir un client qui aurait besoin de financer sa formation? Alors, si vous faites ça, il y a de fortes chances que l'OPCO ne vous réponde pas ou botte un petit peu en touche. Parce qu'en fait, au final, c'est à vous, dans votre process commercial, d'aller déjà chercher un client, de négocier, enfin voilà, de signer votre devis, signer votre convention, et ensuite aller voir l'OPCO pour dire ça y est, c'est bon, j'ai une convention signée. Maintenant, enfin, j'ai une convention signée. Normalement c'est l'entreprise hein, qui prend contact avec son OPCO pour faire une demande de prise en charge. Mais en tout cas, certains OPCO donnent aussi l'accès avec un portail centre de formation où vous pouvez aussi faire de même. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus pertinent si c'est l'entreprise qui fait la démarche parce que voilà, au moins c'est un peu plus sérieux et au moins eux, ils ont pas ce doute de dire tiens, c'est quoi ce truc j'ai l'impression que voilà, c'est pas clean ou quoi. Là, au moins vous êtes sûr, vous êtes sûr de faire ça dans les règles si c'est l'entreprise qui prend contact ou alors du moins si vous arrivez auprès de l'OPCO avec déjà les documents signés par l'entreprise. Donc on attend dans un premier temps plutôt, d'avoir le client pour entamer la démarche. Tout à fait et c'est là où c'est intéressant, comme je vous le disais, de se renseigner vous en amont sur les financements OPCO pour que vous puissiez après avoir un rôle d'ingénierie de financement auprès de votre client pour lui dire tout simplement, bah voilà, cette année, vous avez 5 000 euros en budget formation. Ma formation, elle coûte 700 euros. Elle est éligible au financement. Alors après, voilà, après, libre à vous d'être comment dire, d'être sérieux dans vos argumentaires commerciaux. Je vous rappelle juste que c'est interdit de dire qu'une formation est 100% prise en charge ou quoi. Voilà, il y a aussi un risque que l'OPCO ne finance pas à 100% la formation, même si normalement elle finance tout. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire à vos clients tout est pris en charge, parce que vous n'avez pas la certitude que tout sera pris en charge, sauf quand l'OPCO aura émis son accord. Mais en tout cas, voilà, il faut être aussi vigilant par rapport à la communication qu'on fait sur cette thématique. Alors toujours, par rapport aux OPCO, on avait, donc un message d'Aurélien, qui nous parlait qu'à l'époque des OPCA, certains proposaient gratuitement à leurs adhérents, pardon, des actions de formation, sur des sujets présélectionnés. Est-ce que ça existe toujours et Oui. qui contacter du coup Alors, ça pour ce existe thème-là? toujours et c'est organisé autour d'appels d'offres. Donc là-dessus, c'est pareil, vous allez sur les sites d'OPCO et vous avez un système d'appel d'offres. Alors, pas tous, hein, mais pour la plupart. Donc, vous allez sur l'onglet recherche. Alors, vous pouvez même aussi vous inscrire dans leur newsletter. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour vous, pour avoir un petit peu d'infos. Parce que c'est aussi et souvent via ces newsletters que les OPCO transmettent de l'info sur les appels d'offres. Est-ce qu'il y a un site d'ailleurs qui regrouperait, toutes les appels d'offres? Alors, il y a des sites, mais on vous enverra, là je les ai pas sous la main, on vous les enverra à la fin du webinaire. Il y a un site qui permet d'être assez au fait des appels d'offres de tous les OPCO et ça peut être intéressant. Après, alors, je peux en parler très vite, mais voilà, les appels d'offres, si on n'est pas dimensionné pour en réaliser, souvent c'est compliqué. Voilà, si vous êtes formateur indépendant, c'est compliqué d'aller répondre à des appels d'offres, même une toute petite structure d'un ou deux. Même si vous avez des formateurs sous-traitants, voilà, souvent le marché des appels d'offres, bon, c'est beaucoup d'investissement pour au final des fois peu de retour sur investissement finalement. Quand il reste de l'argent, je rebondis en même temps sur le chat, hein. Quand il reste de l'argent dans l'enveloppe des OPCO, est-ce que ça arrive que la formation ne soit pas prise en charge, même s'il reste, même s'il reste encore Bah, de en l'argent? fait, c'est si la prestation ne répond pas aux critères de prise en charge, donc si par exemple c'est une formation, je sais pas moi, une formation qui répond pas à un objectif professionnel, ou alors si l'organisme de formation qui fait la demande, il n'est pas certifié Calliope, et bah dans ce cas-là, l'OPCO va notifier en disant bah non, voilà, la formation n'est pas prise en charge parce que l'entreprise n'est pas certifiée Calliope. Mais il y aura toujours un retour de l'OPCO pour préciser les raisons du refus de prise en charge. Alors, je me permets, hein, en même temps, je rebondis avec le chat pour une question de Tiffaine et Jacques. Calliope ne certifie ni une formation, ni un organisme de formation. Calliope va certifier une action de formation. Donc, En voilà, fait, c'est Calliope, l'image.
Calliope, pour compléter, merci Raphaël, Calliope certifie le processus de formation. Voilà, c'est votre processus qualité en formation qui est certifié. Donc on certifie plus votre organisme qu'une formation en particulier. D'ailleurs, quand on en certifie un nouvel entrant, et ils ont peut-être 2 ou 3 offres au catalogue, on revient pas faire un audit à chaque fois qu'il y a une offre qui s'ajoute au catalogue. Sinon on ferait que ça. Donc en tout cas, non, non, en fait, on certifie vraiment le process qualité. Alors, je reviens sur les questions que j'avais notées. Est-ce qu'il y a une pertinence pour tous les OF à être visibles sur Carif OREF? Alors c'est pertinent, oui, bah, parce que forcément quand vous avez un lien web directement sur le Cariforef, dites-vous bien en fait que le Cariforef, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, donc réseau des Cariforef, et c'est en fait une plateforme où, si moi demain je cherche une formation par exemple, en bureautique, je sais pas, on va mettre, pour Cambrai, et ben directement en fait, je vais avoir des résultats qui sont liés aux centres de formation qui sont inscrits sur le Cariforef. Donc ça peut vous amener des prospects directement, tout simplement en fait grâce à ce référencement. Donc oui, moi c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Quel FAF pour les agriculteurs? Alors si je dis pas de bêtises, c'est Vivea. Maintenant, à creuser si ça concerne à la fois les salariés et les non-salariés. Pour être honnête, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. On creusera le sujet, Raphaël, mais en tout cas, vous avez Vivea. Donc, Vivea, c'est le fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant. Voilà. Maintenant, chef d'entreprise. On est plutôt sur le chef d'entreprise, je pense, et pas nécessairement sur le salarié. Voilà, c'est un chef d'entreprise agricole qui peut avoir accès à Vivea. Par contre, le salarié, par exemple, d'une ferme agricole ou d'un milieu agricole, lui, aura accès à un OPCO. Ok, super. Je vois que dans le chat, Véronique nous dit que du coup, ça sera plus Ocapia pour l'OPCO. D'accord. Ok. Pour les salariés, oui, Céline confirme. Alors, une question de Jade. Les formations éligibles, par exemple, donc on était sur sur le FIFPL à ce moment-là. Une formation éligible, par exemple, pour une infirmière, est-ce qu'elle ne concernera que son métier ou est-ce que ça peut être une formation annexe? Alors, ça peut être une formation annexe, mais il faut bien aller consulter enfin, quelles sont les prestations qui sont éligibles. Parce que, et j'ai eu le cas récemment lors d'un audit, une prestation, par exemple, créer son site internet pour une infirmière, donc bah, tout à fait pertinent parce que la dame voulait faire un site internet, et ben, ça a failli être refusé par le financeur parce que ça rentrait pas dans les domaines de prise en charge. Parce que le financeur, d'ailleurs, le FIFPL le fait, il y a des domaines de prise en charge qui sont définis tous les ans, et si vous rentrez pas dans les domaines, c'est compliqué d'être financé. Maintenant, il y a une ingénierie aussi de formation à avoir pour que l'offre colle spécifiquement aux besoins de la personne. Par exemple, le site internet en question pour l'infirmière libérale, si derrière, bah, c'est très complet et que vous précisez aussi toutes les obligations en matière de protection, de la data, en termes de, je dis n'importe quoi, mais politique commerciale, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi quand on fait un site internet pour une infirmière libérale. Et ben, dans ce cas-là, si vous arrivez à justifier que votre prestation, elle est spécifique à ce domaine-là, il y a de grandes chances que ce soit accordé. Ok, ben on a déjà bien dégrossi les questions qu'on avait eues dans le chat. Alors peut-être une dernière. Un jeune étudiant sort de l'école sans diplôme, sans chômage. Il veut se former. Est-ce que des financements sont possibles? Alors, des financements sont possibles. Bah, déjà, le CPF, il en aura pas parce qu'il n'aura pas cotisé. Il y aura pas de Pôle emploi parce que vous dites qu'il est sans chômage. La seule chose, ce serait en fait d'arriver à trouver un patron, donc d'arriver à trouver une entreprise et de se faire financer via l'OPCO de l'entreprise. Et là, il peut trouver un dispositif très, très, en fait, très concret, hein. Ça peut être un dispositif retour à l'emploi, ça peut être tout plein de choses. Il y a aussi, alors on n'en a pas parlé, mais vous avez aussi l'AGFIP qui a des fonds, des fonds spécifiques pour les personnes en situation de handicap.
Donc par exemple, un employeur qui veut salarier une personne handicapée, il y a quelques heures à faire de remise à niveau sur un domaine très précis. Ça peut être, je sais pas moi, le numérique ou l'accessibilité au poste. Et ben, on peut faire financer une prestation pour rendre employable cette personne. Ça peut tout à fait être fait comme ça. Donc, que ce soit d'ailleurs étudiant, que ce soit handicapé ou autre, c'est possible. Alors il est midi, on peut-être juste une dernière question pour l'année 2023 avant qu'on s'arrête. Le FNE en 2023, est-ce qu'on a des infos? Alors, j'ai vu passer des infos. J'ai vu passer des infos. Maintenant, ce que je peux vous dire, moi, c'est, et d'ailleurs, on vous mettra le lien ici, c'est de se référer à non pas à ce que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut faire très très attention à ce qui est écrit. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours vrai en tout cas. Donc le FNE, c'est, enfin moi de ce que j'ai pu consulter, ce sera poursuivi, mais avec des budgets qui seront un petit peu à la baisse. Forcément, mais en tout cas il y en aura toujours, et donc on vous mettra le lien directement de l'actu FNE à la fin, comme ça vous aurez aussi toutes les infos. Super. Bah, on a répondu à vraiment beaucoup de questions. Là, je vois une question de Tiffaine qui revient. Pouvez-vous donner le site des appels d'offres des OPCO? Ça dépend de chaque OPCO, donc peut-être aller voir sur chaque site. Ouais, ouais. Il vaut mieux, alors en fait, il vaut mieux aussi cibler par rapport à vos domaines d'intervention et vous inscrire aux newsletters d'Opco, ça peut être très intéressant. Je vous ai remis dans le chat l'adresse mail pour nous écrire si jamais vous avez encore des questions et qu'on n'aurait pas eu le temps d'y répondre. Voilà, on a déjà dépassé de quelques minutes l'heure, donc n'hésitez pas à nous écrire. Merci à vous en tout cas pour votre participation. Alors on va quand même terminer ce sondage enfin ce webinaire par quelques petits sondages. On va vous demander si vous avez déjà, alors voilà, euh, Si vous avez-vous, avez déjà été en contact avec des financeurs voilà, et quel le est le public public visé par vos visé? prestations. Moi, ils apparaissent bien dans le chat. Ils apparaissent, ouais, c'est bon? Ah Ouais, c'est voilà, bon. ok, parfait. Voilà. Ça va être aussi intéressant pour nous parce que derrière, on a deux choses. On aimerait vous proposer d'autres webinaires, à savoir aussi les différents contrôles de la formation professionnelle. Donc, à voir aussi comment Calliope s'articule entre les contrôles de la DREET ou du Datadoc ou tout ça. C'est vraiment intéressant d'en parler. Vous avez vu, on a fait exprès de ne pas en parler, mais la thématique de la sous-traitance et de l'obligation d'être certifié Calliope pour les sous-traitants fait couler beaucoup d'encre actuellement. Et on attend un décret. On attend un décret pour préciser tout ça. Et en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que le décret sort, on fera un webinaire. Voilà, on vous transmettra toutes les infos en tout cas pour que vous puissiez aussi être bien informés. Ce sera très important pour 2023. Donc merci à ceux qui ont répondu aux différents sondages. J'ai essayé de relancer. Il y avait un problème dans le sondage, mais Ouais, c'est bon. Ouais, c'était surtout voilà, pour nous, pour apprendre un peu à vous connaître et au moins on vous propose des informations pertinentes. c'est ça. Merci à vous. Nous, on s'active pour vous faire un petit message avec le replay. Donc, vous aurez tout ça cet après-midi. Vous aurez aussi les liens là que l'on a évoqués par rapport aux appels d'offres, par rapport à vos différentes questions. Et puis bah voilà, en tout cas, vu la qualité des questions et le sérieux, voilà, on se rend compte qu'il y a quand même une grande réflexion, que vous êtes tous en train de faire de la veille et de l'analyse d'impact. Donc c'est de bon augure pour vos audits Calliope. Merci à vous toutes et tous. Merci Raphaël aussi pour la gestion du chat et des questions. C'est très très confortable pour moi parce que ça me permet d'être concentré sur les différentes diapos et d'ensuite revenir sur les questions. Donc on forme un bon binôme. Et la prochaine fois, on fait l'inverse. C'est Raphaël qui présente et moi qui gère le chat. Soyons fous. Voilà. En tout cas, Merci. merci. Il y a vraiment eu des remontées intéressantes dans le chat et c'était un plaisir. Merci à vous tous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.